la de l'actualité, Mbaya Kro a accueilli ce matin le chef de l'État pour ce 3e jour de sa visite d'État. Le président Alassane Ouattara a tenu un meeting dans la ville. Les populations lui ont transmis un livre blanc qui contient leurs doléances pour le développement du département. L'Afrique, deuxième marché mondial de la téléphonie derrière l'Asie, avec 649 millions de cartes SIM. Les administrateurs financiers reçoivent une formation pour contrôler les entreprises de téléphonie. Conférence sur la paix et la sécurité en Irak hier lundi à Paris. 26 pays représentés pour coordonner l'action des États qui ont choisi de s'engager dans la lutte contre les djihadistes de l'État islamique. Bonjour et bienvenue dans le 13h sur RTI 1. 3e jour de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région de Lifou. L'étape de Mbaya Kro a été marquée par un meeting. Le chef de l'État et son épouse ont fait de nombreux dons aux populations. Celles-ci leur ont transmis un livre blanc avec leurs différentes doléances. Et le chef de l'État a bien sûr écouté les préoccupations et doléances des populations. Il les a rassurés de leur prise en compte. Il les a aussi appelés à l'union et à la cohésion, gage d'un développement durable. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Je peux vous dire que notre alliance est forte. Elle est forte non seulement entre le PDCI et le RDR, mais avec tous les autres partis du RHDP, l'UDPCI, le MFA, l'UPCI, et je pense que d'autres partis d'ailleurs qui nous rejoindront, et d'autres personnalités qui s'identifient à cette alliance et à ce rassemblement pour la paix et le développement de la Côte d'Ivoire. Et c'est au vu de toutes ces raisons d'ailleurs que j'ai considéré, et aussi en raison du travail important que nous avons encore à accomplir, que très tôt, j'ai annoncé que je briguerai un 2e mandat l'année prochaine pour l'élection présidentielle. Oui, je sais que vous avez beaucoup contribué à mon élection en 2010 et je n'ai aucun doute que vous ferez de même en 2015 et je voudrais vous remercier d'avance. Nous sommes persuadés que c'est dans le rassemblement que la Côte d'Ivoire continuera d'avancer plus vite. Et c'est pour cela, à chaque occasion, j'en appelle à la cohésion nationale. J'en appelle au rassemblement de tous les fils, de tous les enfants, toutes les filles de Côte d'Ivoire, sans exception et sans distinction politique. Nous devons tous travailler à faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne. Nous en avons les ressources et nous avons maintenant une opportunité de mettre derrière nous toutes les crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire. Et je crois que nous sommes sur le bon chemin. Et voilà, le président Alassane Ouattara est revenu sur les alliances au sein du RHDP et également sur sa candidature aux prochaines élections présidentielles. Les cadres de l'IFU, particulièrement heureux de cette visite gage de développement, sont allés à sa rencontre et au centre des échanges, l'essor économique et social de la région. Victoria Angoua. Les populations de l'Ifou, cadres, notabilités, chefs religieux sont venus rencontrer le président de la République pour échanger. Échange de nouvelles dans la pure tradition à Caen. En tout cas, l'émotion était au rendez-vous. Il ressort que le président Alassane Ouattara dans l'Ifou, précisément auprès de son aîné Henri Konan Bédié, est un symbole. Une visite qui suscite beaucoup d'espoir chez les fils et filles, d'où les remerciements à l'endroit de l'illustre hôte à qui le représentant des cadres a présenté la situation de la région. Notre région, autrefois prospère, parce que partie intégrante de la boucle du cacao, socle indéniable de la prospérité économique de la Côte d'Ivoire d'antan, connaît aujourd'hui, malgré l'introduction de l'EVA, de sérieuses difficultés économiques dues principalement à l'inexistence d'industrie et d'agro-industrie dans une région pourtant agricole. Fort heureusement, Monsieur le Président de la République, cette visite vous permettra de côtoyer de près nos populations, de vous imprégner davantage des réalités quotidiennes qu'elles vivent. Ainsi, nous sommes convaincus que vous pencherez comme à l'accoutumée sur leurs préoccupations. Les cadres n'étaient pas seuls. Avec eux, les chefs traditionnels. Ils reconnaissent en Alassane Ouattara un bâtisseur. Grâce à vos efforts inlassables et le pacte d'alliance et de paix tissé entre vous et votre aîné
le président Aimé Henri Konan Bédié, la Côte d'Ivoire a retrouvé sa stabilité et son équilibre social d'antan. Nous, rois et chefs traditionnels de l'Ifou, vous saluons et vous réaffirmons vivement notre attachement, notre soutien et notre engagement pour la cause et à toutes les questions liées à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Les religieux demandent au président de la République de faire en sorte de construire un pays paisible. Dans cette quête collective du bien-être de nos populations, les différentes religions occupent une place prépondérante. Celle d'œuvrer à la cohésion entre les habitants de notre pays et de promouvoir la paix. Ne dit-on pas que la finalité de toute bonne politique, c'est l'homme? La politique et la religion se rencontrent sur un même terrain, celui de l'homme. Avec beaucoup d'émotion, le président de la République dit être sensible à la marque d'affection que lui témoigne le couple Henri Konan Bédié. Mieux, le chef de l'État estime que c'est à lui de remercier les populations de l'Ifou. C'est moi qui dois vous remercier. Je dois vous remercier et vous dire toute ma reconnaissance d'avoir des cadres compétents et dévoués auprès de moi. Je suis venu, président, vous ressourcer, vous demander conseil, prendre vos recommandations. Et vous savez, ce qui me frappe, bien que je connaisse cette région, puisque moi-même, je suis né à Dimokro, pas très loin, mais mon frère aîné, Gaussou Ouattara, est né à Bokanda, où notre père était installé. Il a également fait Pricro. J'étais impressionné par ce que vous me disiez dans la voiture. Quand nous allions à Bédié-Cro, vous m'avez dit, voilà, vous savez, il y a un campement ici qui s'appelle Ante Karafé. Alors, non, mais curieusement, mais non, c'est le plus intéressant, quand le président Bédié m'a dit ça, je crois que c'était un baoulé. Je lui ai dit, ah bon, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, mais Ante Karafé. J'ai dit, ah bon. J'ai dit, ah bon, mais on ne veut pas la guerre, c'est vrai. J'ai dit, mais voici les sages. On aurait dû prendre conseil auprès de ces populations. Cette belle région est une région de tolérance, de métissage. Et je voudrais m'en féliciter et vous remercier, Monsieur le Président, de nous offrir ces bons moments et ces moments précieux pour vous et pour Madame Bédié pour nous consacrer autant de temps. C'est important que nous soyons tous engagés à faire avancer la Côte d'Ivoire et à accélérer le développement de la Côte d'Ivoire. J'ai vraiment une forte ambition pour cela parce que la Corée du Sud, que je vais visiter en début octobre, Monsieur le Président, c'est vous qui me l'aviez dit d'ailleurs, en 1958, était au même niveau de développement que le Ghana et la Côte d'Ivoire. En temps, la Corée a tellement avancé qu'aujourd'hui, c'est la 10e économie mondiale. Bon, nous sommes à peu près 120e. Alors, c'est dire le chemin à parcourir. Et notre ambition doit être qu'au cours, pas seulement en 2020, mais disons au cours des 20 prochaines années, les 30 prochaines années, nous soyons parmi les 20 premières nations les plus développées du monde. Et je crois que nous pouvons y parvenir. Et ceci commence avec l'émergence en 2020. Je vous le dis parce que j'étais encore à Dubaï la semaine dernière, lundi, mardi, et j'étais avec l'émir qui me disait, mais Monsieur le Président, nous savons que vous avez travaillé sur notre pays, on a eu beaucoup de difficultés. On vous remercie parce que quand j'étais directeur général adjoint au Fonds monétaire, j'avais tous les pays du Golfe et du Moyen-Orient sous mon autorité. Et il m'a dit, mais vous savez qu'en 1985, quand nous avons commencé, je connaissais Abu Dhabi plus que Dubaï, il m'a dit, nous avions 5 avions qui étaient en leasing par le Pakistan, qui nous avait donné 10 millions de dollars pour nous aider à commencer à voler. Et aujourd'hui, Emirates a 200 Boeing 747, 777, etc.
Donc vous voyez ce que nous pouvons faire dans les 30 années à venir. Je lui ai dit, Émir, c'est ce que je ferai pour la Côte d'Ivoire, même si je ne suis pas là, mais ceux qui viendront après moi, je suis convaincu que dans 30 ans, la Côte d'Ivoire sera parmi les meilleurs, et dans tous les secteurs. Et c'est sur vous que, vous les cadres, que nous pouvons accomplir ce bond qualitatif, non seulement pour notre économie, mais surtout pour le bien-être de nos populations. Nous sommes vraiment engagés à donner beaucoup plus de moyens aux structures décentralisées. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons décidé de mettre en place, grâce à l'Assemblée nationale, je salue la présence du président de l'Assemblée nationale, le statut du roi et chef de Côte d'Ivoire. Et grâce à l'Assemblée nationale, cette proposition est devenue une loi, bien sûr, qui a été promulguée. Et maintenant, le budget est en confection et sera présenté, je crois, au mois d'octobre à l'Assemblée nationale. Nous devons faire plus, tous, pour la réconciliation, pour le rassemblement. Je crois que la Côte d'Ivoire a vécu des moments terribles et nous ne voulons pas revenir sur ces mauvais souvenirs. Il a profité de l'occasion pour dire un mot sur la nomination du président de la commission électorale indépendante. Compte tenu de la confiance que vous me faites et qui est réciproque, et quand le PDCI a proposé Youssouf Bakayoko, j'ai accepté les yeux fermés. Dans les autres structures, c'est le représentant du président de la République qui est le président. Donc c'est mon représentant qui aurait dû être le président de la commission électorale indépendante. Le président Mbedié m'a dit, Youssouf Bakayoko a fait un bon travail, c'est un professionnel, il a de l'expérience et c'est un monsieur dont la Côte d'Ivoire a besoin. Il n'a fait que 4 ans, donc on doit le laisser continuer. Et c'est ce que nous avons fait, président. Je voudrais dire que Youssouf Bakayoko est un professionnel, quelqu'un d'expérimenté. Quand on a la chance d'avoir une telle personnalité à la tête de l'État, on doit s'en réjouir. Donc j'en appelle à nos frères du RTI de comprendre que Youssouf Bakayoko est là pour conduire ce processus. Il ne changera pas. Nous n'allons pas le changer. Et donc, je leur demande de revenir à beaucoup plus de raison, de laisser calmer les émotions et de revenir à la commission électorale indépendante. Le président de la République a fait un don de 9 millions de francs CFA, 5 millions pour la notabilité, 2 millions de francs CFA pour les chrétiens et 2 millions de francs CFA pour les musulmans. La journée d'hier lundi a été consacrée à un conseil des ministres à la préfecture de Daoukro. Le conseil a examiné 2 projets. Le projet intégré de l'éviaculture et des cultures vivrières de Prikro et le projet hydro-agricole de Mbayakro. Chiram Kofi Abola. 2 projets de développement pour Prikro et Mbayakro. Il s'agit respectivement du projet intégré d'éviaculture et de cultures vivrières ainsi que du projet d'aménagement hydro-agricole. Des mesures faisant partie de toutes les décisions prises lors du Conseil des ministres tenu ce lundi 15 septembre 2014 à la préfecture de Daoukro à l'occasion de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de Lifou. Le projet intégré d'éviaculture et des cultures vivrières qui est mis en œuvre à Prikro. C'est un projet qui est réalisé avec des partenaires privés. C'est un projet extrêmement important puisqu'il va représenter une trentaine de milliards de francs CFA d'investissement. L'objectif, c'est produire très fortement du caoutchouc dans la région de Lifou. C'est également produire des produits vivriers. Ce projet va créer en vitesse de croisière 8000 emplois directs. Ce projet va permettre également de réaliser des infrastructures dans la région, notamment la construction d'écoles primaires, la construction des systèmes d'hydraulique villageoise, va permettre de construire des pistes et d'entretenir les pistes agricoles, une centaine de kilomètres. Donc 40 000 personnes pourront voir leur vie quotidienne s'améliorer grâce à ce projet
donc intégrée d'hévéaculture et de culture vivrière de Pricro. La communication suivante est du même ordre. Elle concerne, la région de Mbayakro. Il s'agit du projet d'aménagement hydro-agricole de Mbayakro. C'est un projet qui vise principalement à la sécurisation alimentaire de la population de la vallée du Nzi, dans le domaine de la production du vivrier, notamment des produits maraîchers. Et ce projet va lui aussi contribuer au développement économique de l'ensemble de la région. Il va concerner 450 hectares de plaines qui vont être irrigués. Il va également, à terme, permettre la production de 4000 tonnes de riz. Le barrage, à ce jour, est réalisé et le gouvernement a décidé d'investir immédiatement la somme de 1,1 milliard de francs CFA pour la réalisation des travaux complémentaires, des travaux qui donc accompagnent la réalisation de ce barrage-là. Pour le porte-parole du gouvernement, ces deux projets s'inscrivent dans la démarche du gouvernement visant à faire accélérer ses actions au plan local. À noter que le conseil tenu à Daoukro a enregistré la présence du préfet de région de Lifou, Albert Kofi Akpolé. Occasion pour lui d'évoquer des difficultés auxquelles les populations sont souvent confrontées. À en croire le porte-parole du gouvernement, des réponses rapides vont être apportées à ces préoccupations. Le pont de Coconou sur le fleuve Comoé relie les régions de Lifou et de Landénié-Douablin. Il a été baptisé du nom de la reine Ablapoku par le président Alassane Ouattara. Alvarassa. Ce pont a été construit en 1997 par le président Aimé-Henri Konan Bédié, alors président de la République de Côte d'Ivoire. Il est aujourd'hui baptisé par le président de la République Alassane Ouattara. Symbole de continuité dans la gestion des affaires de l'État entre ces deux illustres fils de la Côte d'Ivoire. Le nom du pont, le pont Reine Ablapoku. C'est la même qui a conduit le peuple baoulé du Ghana en Côte d'Ivoire en passant par la Komoué, le fleuve sur lequel il est construit. Le président Alassane aujourd'hui qui nous fait l'honneur de venir baptiser le pont, vraiment c'est une grande joie. Une joie qui va nous permettre à jamais de ne plus oublier l'histoire du groupe Akan avec la reine Ablapoku par rapport à la traversée du fleuve Comoé. Si l'axe d'Aoukro à Mouakonkro jusqu'à ce pont est bitumé, et ce n'est pas le cas de l'axe après le pont pour se rendre à Promprono, région de Landénié-Douablin, long de 40 km. Et selon le ministre des Infrastructures économiques Patrick Achi, des instructions lui ont été données par le président de la République Alassane Ouattara pour que le bitumage de cet axe se poursuive les jours à venir. Monsieur le Président Bédié, Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand bonheur et une grande joie que je voudrais porter à votre connaissance cette information de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui vient de prendre ce matin la décision de réaliser ces travaux de bitumage de 40 km. Des instructions du Président de la République m'ont donc été données en tant que ministre des Infrastructures de démarrer ces travaux, toute affaire cessante. Pour l'inspecteur de Tanyamien Goran, fils de la région de Lifou, la route qui relie la région de Landénié-Douablin à celle de Lifou en passant par ce pont est d'une importance économique. Pour le développement de notre région et de celui des échanges avec les régions voisines ainsi qu'avec le Ghana, en baptisant ce pont du nom illustre de la reine Ablapoku, fondatrice du royaume de Sakassou, le gouvernement nous fait signe vers un puissant symbole d'union et de rassemblement pour bâtir une nation forte et prospère. Rappelons que le pont Reine Ablapoku est long de 191 mètres. Il est à mi-chemin entre Agnibilekrou et Daoukro. Et vous le savez, la rentrée des classes 2014-2015, c'était hier lundi. La première dame de Côte d'Ivoire a permis aux enfants de la région de Lifou d'aborder sereinement cette rentrée. Elle leur a offert des kits scolaires. Michel Digré. La première dame pour un premier jour d'école, les acteurs du système éducatif de Lifou
démarre la rentrée scolaire avec Dominique Ouattara. À ses côtés, Henriette Bédié et plusieurs membres du gouvernement. La cerise sur le gâteau, des milliers de cadeaux. Plus de 50 000 kits scolaires distribués. Une générosité saluée par la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. La distribution des kits scolaires contribue inéluctablement à la réduction de la pauvreté et au soulagement des familles. Aussi, ne sommes-nous pas surpris de votre détermination, de votre engagement personnel dans ce combat. Vous qui avez fait de la générosité et du soutien aux plus défavorisés votre raison d'être. Merci. Madame la Présidente. Pour la première dame, la politique de distribution de kits scolaires initiée par le président de la République est la marque de l'intérêt qu'il accorde à la scolarisation des enfants de Côte d'Ivoire. J'ai tenu à accompagner pour ce premier jour de la rentrée scolaire afin de manifester mon adhésion à la politique d'amélioration des conditions de scolarité de nos enfants entreprise par le président Alassane Ouattara. Ainsi, à travers le plan présidentiel d'urgence pour ce qui est de l'éducation des tout-petits, des milliers de kits scolaires sont offerts chaque année à nos enfants. Grâce à ces dons, ce sont des milliers d'enfants qui peuvent emprunter le chemin de l'école en toute quiétude, car ils disposent de toutes les fournitures nécessaires au suivi d'une éducation correcte. Pour un premier jour de classe, ce fut un jour de fête. Les élèves l'ont promis à la première dame. Cette année sera l'année de la réussite scolaire avec des résultats plus excellents aux examens de fin d'année. Voilà qui met fin au chapitre consacré à la visite d'État du président dans l'IFU. Demain mercredi, dernier jour de la visite de 4 jours avec un meeting à Daokro. Le Fonds de prévoyance militaire veut se moderniser et offrir le meilleur à ses adhérents. Une rencontre a eu lieu pour un examen et une analyse du plan stratégique déjà mis en place afin de l'améliorer significativement. Hamza Diaby. En présence du représentant du ministre chargé de la Défense et des membres du conseil d'administration, le directeur général du Fonds de prévoyance militaire, FPM, le colonel-major Konan Kwame, a décliné sa vision et l'objectif général qui en découle pour un FPM émergent à l'horizon 2020. Une institution professionnelle, compétitive et totalement au service de ses mutualistes. L'objectif général est d'accroître la rentabilité économique et l'impact social du Fonds du programme militaire d'ici 2020. À cet effet, et en vue de la mise en place d'un plan stratégique de gouvernance, les animateurs du Fonds de prévoyance militaire ont eu leur capacité renforcée par un expert en vision stratégique qui a traité de l'approche générale et de la planification stratégique. Pour plus d'efficacité dans l'organisation et le management du Fonds de prévoyance militaire, le directeur général a proposé un nouvel organigramme qui regroupera désormais les activités essentielles en 3 directions centrales. Cette nouvelle approche aurait pour objectif à terme d'adapter la gestion de la mutuelle sociale des militaires et gendarmes aux nouveaux défis pour alléger le management du directeur général du Fonds de prévoyance militaire. L'Afrique, deuxième marché mondial de la téléphonie derrière l'Asie, avec 649 millions de cartes SIM, mais des difficultés pour contrôler les entreprises de téléphonie. Le programme des Nations Unies pour le développement et l'Union européenne forment donc les administrateurs financiers pour un meilleur contrôle des entreprises de téléphonie. Francis Boifo. L'industrie de la téléphonie représente en moyenne 7% des ressources fiscales pour les États d'Afrique et 3,5% du PIB africain selon l'Union internationale des télécoms. Avec plus de 600 millions de cartes SIM en 2011, les administrations fiscales n'arrivent pas à évaluer correctement les taxes à prélever. Nos mécanismes se heurtent aux principes mis en place, disons, par ces entreprises qui vous disent non, ça c'est pas facturable, c'est pas taxable, ça c'est taxable. Vous prenez, disons, une entreprise de téléphonie mobile qui vous déclare X. Est-ce que ce X franc déclaré correspond à la réalité? Pour répondre à ces préoccupations,
Une formation a été initiée à Abidjan par le programme des Nations Unies pour le développement en collaboration avec l'Union européenne. Elle vient renforcer les capacités des responsables financiers du Burkina Faso, du Congo-Brazzaville, du Mali, de la République démocratique du Congo, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire sur les procédures de traitement fiscal. C'est généralement des impulsions téléphoniques, un coût à la minute, une remise qu'on accorde. Comment entre les impulsions, les remises, etc., quel est le montant du chiffre d'affaires que cette entreprise de téléphonie doit déclarer? C'est ça qu'on va essayer de leur présenter. Selon une récente étude, la téléphonie en Afrique est un secteur qui génère plus de 500 millions d'emplois directs et indirects et représentait en 2011 le deuxième marché mondial derrière l'Asie. Zaïbo, dans le département de Daloa, s'inscrit dans la lutte contre Ebola. Un comité de surveillance préfectorale a été mis en place. Il est chargé de faire respecter les mesures préventives. Première action, une descente dans les maquis pour vérifier l'absence de viande de brousse dans les sauces. Léon Brou. Située dans le département de Daloa, la sous-préfecture de Zaïbo ne veut pas rester en marge de la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Un comité local composé du sous-préfet, du président du conseil régional de Rossa-Sandra, le médecin-chef du centre de santé et de toutes les couches socio-professionnelles de Zaïbo a été mis en place. Sa mission, faire respecter les consignes et mesures préventives arrêtées par le gouvernement. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour appuyer ça, apporter la nouvelle, appuyer ça à nos parents. Les autres n'ayant pas souvent la chance d'écouter la télévision, tout ça. Et c'est, entre autres, et surtout, d'éviter de se serrer les mains en cette période si difficile, d'éviter les accolades, de se laver les mains très souvent et éviter surtout la consommation de la viande de brousse. La maladie Ebola, c'est une maladie dangereuse. Et Zaïbo même est plus concerné par cette situation plus que toutes les zones. Parce que tout le monde entier est là actuellement. Donc il était vraiment nécessaire pour nous de créer ce comité-là pour passer la sensibilisation, pour sensibiliser les uns et les autres aux mesures prises par le gouvernement. Ce comité local va parcourir les campements et villages de la sous-préfecture de Zaïbo pour procéder à la destruction d'éventuelles viandes de brousse. Les chefs de communauté et de village sont chargés de sensibiliser sur la question. Conférence sur la paix et la sécurité en Irak hier lundi à Paris. Les 26 pays représentés ont décidé de soutenir la lutte de Bagdad contre les djihadistes de l'État islamique par tous les moyens nécessaires, y compris les moyens militaires. Le jour même où l'aviation française entamait ses premiers vols de reconnaissance au-dessus du territoire irakien, François Hollande accueillait à l'Élysée le président Fouad Massoum à Paris pour participer à la conférence internationale sur la paix et la sécurité en Irak. Les chefs de la diplomatie d'une trentaine de pays, dont les 5 membres du Conseil de sécurité, étaient invités à plancher sur les réponses humanitaires et sécuritaires à apporter aux défis posés par les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant. Ils se sont engagés à lutter par tous les moyens, y compris des aides militaires appropriées, pour stopper un danger qui menace toute la région et la communauté internationale. Le combat des Irakiens contre les terroristes est donc aussi le nôtre. Et nous devons nous engager ensemble, et c'est le sens de cette conférence, aux côtés des autorités irakiennes, clairement, loyalement et fortement. Et il n'y a pas de temps à perdre. Une réponse rendue légale par le fait même que les autorités irakiennes en ont fait la demande. Nous demandons la poursuite des opérations aériennes de manière régulière contre les bases des terroristes. Nous devons les empêcher de se sanctuariser. Nous devons les poursuivre partout où ils sont. Si une dizaine de pays occidentaux et autant de pays arabes ont répondu présents à l'appel en se joignant à la coalition, la République islamique d'Iran, absente de la conférence, l'a rejetée. Étonnamment, le chef de la diplomatie russe s'est engagé à apporter une contribution militaire, mais seulement pour l'Irak. Moscou s'oppose en effet à des frappes contre l'État islamique en Syrie, sans l'aval du régime.
Revenons pour finir sur cette troisième journée de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région de Lifou. L'étape de Mbayakro a été marquée par un meeting. Le chef de l'État et son épouse ont reçu et fait de nombreux dons aux populations. Et le président Alassane Ouattara les a invités à s'unir pour un développement durable. Fin de ce journal. Merci de votre attention.